Ok, bien bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, moi, je suis ravi d'être ici avec vous sur la scène de la .conf pour vous parler d'une mission que l'on m'a confiée lorsque je suis arrivé à la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale. Ce projet, c'était tout simplement d'initier un data lab. Et initier un data lab, ça n'a rien à voir avec ce que j'imaginais. Et je vais vous expliquer pourquoi en vous racontant notre histoire, les écueils que l'on a rencontrés, et puis surtout les enseignements que l'on a appris. Je vais d'abord commencer par me présenter. Donc moi, je m'appelle Frédéric, je suis responsable du département architecture d'entreprise et données d'entreprise. Donc là, on va plutôt parler de la partie données d'entreprise, c'est tout ce qui va exploiter la donnée de l'entreprise, et donc notamment tout ce qui est décisionnel, big data et le data lab. Peut-être un petit mot sur la MNT. La MNT, c'est la Mutuelle Nationale Territoriale. C'est tout simplement une mutuelle spécialisée dans les agents territoriaux. Alors, qui est agent territorial? Tout simplement une personne qui travaille pour une collectivité, une personne qui travaille pour vous, qui vous est utile au quotidien. La MNT a rejoint le groupe Vive, qui est tout simplement un rassemblement de mutuelles autour d'un projet commun de fournir de nouveaux services un peu plus innovants pour vous faciliter le mieux vivre au quotidien. Voilà, le but, ce n'est pas de faire que de la couverture santé ou prévoyance, c'est d'aller plus loin pour vous proposer de nouveaux services utiles tout au long de votre parcours de vie. Donc c'est parti. Quand je suis arrivé à la MNT, les mots d'intelligence artificielle, data lake et big data résonnaient déjà dans la société. En effet, ils étaient déjà sensibilisés au fait que la data est importante et exploiter correctement la data dans l'entreprise permettait d'optimiser les décisions stratégiques. En effet, la mesure est toujours très importante et obtenir des indicateurs qui vont vous permettre de contrôler vos actions stratégiques est indispensable aujourd'hui dans une société. Donc il y a déjà un système décisionnel qui existe au sein de la MNT, un système décisionnel qui donne des indicateurs qu'on a qualifiés indicateurs rétroviseurs, tout simplement parce que ça donne des statistiques du passé. Donc en fait, il faut voir ça comme des grosses requêtes SQL qui vont chercher ça dans des différentes bases de données, qui les agrègent par ordonnancement de procédures stockées et qui vont vous donner en fait des statistiques. Donc comme c'est des process assez longs, ça met plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures à créer leur data mart, donc on les lance de façon hebdomadaire ou mensuelle. Donc vous voyez que les indicateurs que propose en fait ce data warehouse montrent des indicateurs vraiment du passé. Donc c'est une technologie ETL classique, donc je pense que vous connaissez tous ce que c'est. Donc c'est assez figé, tout ce process d'ordonnancement de batch, de passage de données, etc. C'est assez figé, donc c'est toujours difficile en fait de le faire évoluer. Et ensuite, on est basé sur beaucoup d'intelligence biologique. Tout simplement, ces statistiques sont fournies à des personnes qui regardent les indicateurs de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, et font des prédictions sur ce qui va se passer dans les 2-3 prochains mois. Et donc, la volonté, c'est de passer sur un système un peu plus agile, flexible, donc avoir du temps réel. Donc, vous avez vu ce que c'était le temps réel juste avant. C'est juste avoir l'indicateur plus rapidement, d'une meilleure fraîcheur que l'hebdomadaire. Donc, en ce qui concerne l'indicateur et en ce qui concerne le calcul. Le but, par exemple, lorsqu'on fait une nouvelle campagne, qu'on ouvre un nouveau service, l'objectif est de suivre en temps réel comment ce service est adopté par nos utilisateurs. Donc, combien de clics j'ai fait, quel parcours il a réalisé, etc., etc. Et en termes de calcul, c'est quand il arrive sur une page, on réalise un calcul pour identifier son profil. Et en fonction d'un historique en mouvement, changeant, puisqu'au fur et à mesure que vous allez naviguer sur le site, vous allez acquérir un historique, chaque fois que vous arrivez sur cette page-là, on va refaire le calcul avec votre historique et votre profil va changer, donc la proposition de service va changer. Donc on se base aussi sur un système à l'inverse, plutôt, on extrait la donnée, on va la charger et on va faire les traitements a posteriori. Donc ce qui va rendre un peu plus flexible ces traitements. Et ensuite, la volonté, c'est tout simplement d'avoir de l'intelligence artificielle. Le but est de récolter la donnée, de faire tourner des process dessus et de fournir des scénarios de prédiction, des scénarios stratégiques de prédiction. Tout ça, on fournit ça au comité exécutif, tout simplement, qui vont leur permettre de prendre des décisions stratégiques de l'entreprise. Donc, quand je suis arrivé à la MNT, en fait, bien avant, début de l'année,
ils ont réalisé un appel d'offres. Donc tout simplement un appel d'offres autour d'une plateforme Big Data. Et quand je suis arrivé, il y avait déjà plein de réponses à cet appel d'offres. Et donc j'ai pioché tout simplement, j'ai feuilleté un peu toutes ces réponses. Et il y avait un pattern commun, c'était tous très orientés technologie. Voilà, on va vous monter en fait une plateforme Hadoop, Hortonworks, Cloudera, etc. Et donc moi qui suis hyper technophile, puisque j'étais consultant DevOps avec une teinte forte Ops, j'étais tout simplement ébloui par la techno. J'étais conquis déjà par ça. Et donc je suis parti tout simplement chercher du sponsoring. Puisque vous savez tous, dans un projet, un des piliers indispensables, c'est le financement. Donc il faut aller chercher ce financement pour déjà la plateforme. L'infra, ça coûte assez cher, et puis toute l'intelligence, toute la prestation intellectuelle pour nous aider. Donc je présente ça bien, on va faire un énorme data lake, on va faire des ingestions qui vont centraliser la donnée, on va réaliser un cluster de traitement qui va nous permettre de gagner en temps de traitement, donc avoir plus de temps réel, de faire du streaming, de faire des API, du data viz, etc., pour faire du temps réel, pour avoir tous ces objectifs qu'on s'était donnés. Et là, en fait, moi qui pensais avoir une adhésion totale du COMEX, en fait, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Je suis un peu reparti comme je suis venu, tout simplement parce que on avait notre pourquoi on voulait faire ce projet, on avait notre comment du coup, mais on avait oublié l'objectif, le quoi, qu'est-ce qu'on voulait faire. Donc les questions, c'était dans quel but tu veux faire en fait ce truc-là, je ne comprends pas. Avec qui, de qui as-tu besoin pour atteindre tes objectifs, quelles sont les données, quelles sont les valeurs, est-ce que c'est en phase avec la stratégie, et surtout, la question qui tue, c'est quoi le ROI. Donc, on est reparti avec l'équipe, on s'est dit, c'est quoi les bases? Qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Et il en est sorti 3 grands blocs de cette nouvelle stratégie Big Data qu'on souhaitait mettre en œuvre. Le premier bloc, c'est tout ce qui est data gouvernance. Donc ça se décline par 3 principes. On a identifié 3 principes. Tout simplement, la première, c'était la data analytique. Donc c'est aller chercher les événements et les données dans votre système d'information. Ensuite, on passait au data analysis. Donc là, c'est les données et les données et les événements, les transformer en informations. Et ensuite, on passait au data mining, c'est prendre des informations qui sont dans des secteurs totalement différents et les regrouper pour voir si ça match et si on peut en découvrir de nouveaux indicateurs, donc sortir de nouveaux indicateurs. Ensuite, une fois qu'on avait ça, on a fait la donnée qui était exploitable, on s'est dit qu'on allait la passer, étudier tout ce qui était système de machine learning, comment on faisait apprendre à une machine des modèles. Et seulement lorsqu'on avait étudié tout ça, là, on pouvait passer à l'échelle et faire ce qu'on appelle du big data. Donc le but, c'était de se dire, on peut faire de la data science sur des petits datasets et expérimenter tout ça. Donc on a créé le Data Lab. On a oublié la data platform, on s'est dit, OK, c'est de la techno, on va plutôt initier une communauté de travail autour du Data Lab. Donc je ne suis pas seul, bien sûr, il y a Issan qui est notre responsable, donc qui est responsable de tout le pôle Big Data et décisionnel. Il y a Anne-Marie et Patrice qui font partie du décisionnel, qui vont extraire la donnée, la travailler et la donner aux data scientists. On a 2 data scientists, William et Brieux, qui d'ailleurs, j'ai appris ce que c'était ce profil. En fait, eux, ils viennent du monde de la recherche. Voilà, c'est des personnes qui ont fait des thèses, des doctorats en mathématiques. Et du coup, ce n'est pas du tout des développeurs. Et moi, je n'avais pas du tout cette notion, en fait, qu'un data scientist n'était pas un développeur avant, quoi. Donc le code, pour eux, c'est juste un outil qui leur permet d'atteindre un but, mais ce n'est pas des codeurs. Et ensuite, on avait Philippe, qui est le responsable, de la donnée d'entreprise, et lui, son objectif, c'est faire de la gouvernance de données. Voilà, c'est le maître de la gouvernance de données. Et ensuite, on se voulait que le Data Lab attire en fait différents profils. Donc il y a le DPO qui travaille avec nous et les métiers qui vont travailler avec nous, etc. Donc première étape, le but c'était de définir les fondamentaux du Data Lab. Notre but c'était déjà se former. C'était hyper égoïste, mais on voulait tout simplement mettre les mains dans qu'est-ce que c'était de la data science. Donc se familiariser avec tous les produits open source que vous connaissez. Explorer les algorithmes et bien sûr coder et expérimenter. Expérimenter pourquoi ? Tout simplement pour voir si on avait de la donnée à travailler dans l'entreprise.
Ensuite, le but, c'était aussi de développer. Donc, voilà, on a bien eu le fait qu'on n'avait pas assez emmené les métiers avec nous. Donc, le but, c'est de développer le Data Lab et que ce soit une communauté et pas un projet. Et enfin, valoriser tout ce qu'on fait, se dire, OK, étape par étape, toutes les semaines, on essaye de valoriser ce qu'on a mis en œuvre. Le deuxième point, c'était d'identifier tout simplement des cas d'usage, puisque mettre des data scientists dans un data lake sans cap, sans objectif, en fait, ils pataugent un petit peu, ils ne savent pas trop où aller. Donc on a identifié 3 cas qui existaient déjà dans la société, mais c'est juste que la data science pouvait peut-être les aider. Donc il y avait tout ce qui est recommandations, qui est en fait la personnalisation des différents contrats en fonction de votre parcours de vie. Chacun a des besoins différents en fonction de si vous avez des enfants, si vous avez une femme, etc. L'attrition, donc là le but de l'attrition c'était plus dans le sens qualité de service. Pourquoi les personnes partent? S'ils partent, c'est qu'il y a un problème, et donc il faut aller régler ce problème. Et enfin, la fraude, donc il existe un centre de fraude qui est juste réglementaire quand on commence à gérer des flux monétiques, et donc aller aider cette cellule de fraude à identifier les fraudeurs. Donc notre troisième étape, c'était aussi d'obtenir une infrastructure minimum, parce qu'en fait, tout simplement, OK, on ne fait pas de la data platform, on oublie un peu tout ça, mais nos postes de travail ne suffisaient pas en fait, à traiter, même des datasets pas trop gros, de 100, 150 gigas, c'était toujours un peu compliqué. Donc on a eu un serveur, on a installé tous les outils nécessaires, et pour l'extraction de la donnée, tout simplement, on a été chercher des CSV et faire 2-3 connecteurs de base de données pour amener la donnée sur ce serveur-là. Et donc c'est parti. Le but, c'était aller chercher la donnée, la traiter, donc faire des algorithmes de traitement, la transformer dans ce qu'on appelle une big matrice. Donc c'est tout simplement de la régression de données qui vont permettre en fait, de pouvoir la fournir à un système de machine learning. Et ensuite, on a étudié tout simplement des algos de machine learning. Là, le but, c'était vraiment aller lire les papiers de thèse, comment ça fonctionne, quel est l'intérêt en fait d'avoir un système supervisé ou non supervisé, quelle était la différence entre le clustering, la régression, la classification, la recherche de plus proches voisins, etc. Là, c'était vraiment d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et ensuite, le but final, donc là, c'est juste une des représentations d'un algorithme, mais le but final, c'est d'identifier des outliers, des lignes qui sont atypiques par rapport à des zones de normalité. Donc ça, c'était les grands principes. Maintenant, les premières difficultés, en fait, dès qu'on a commencé à faire ça, tout simplement, on a eu un problème d'accessibilité de la donnée. En fait, je n'envisageais pas qu'il y avait certaines données dans la société qui n'étaient tout simplement pas accessibles, qui étaient tout simplement dans des bases de données, dans des progiciels, fermés, sans API, inaccessibles. Pourtant, la donnée était là. Qu'il y avait certaines dématérialisations. Donc aujourd'hui, par exemple, pour les factures, on les scanne, on les stocke, mais la donnée qu'il y a sur la facture n'est pas dématérialisée. Donc oui, on a l'information, mais en fait, elle n'est pas vraiment exploitable. Tout ce qui est réglementation également. Aujourd'hui, en termes de réglementation, vous avez des données qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc il y a tout un pan en fait, de profilage qu'on ne peut pas forcément réaliser aujourd'hui, du moins en passant votre consentement. Le deuxième point, c'était la qualité de la donnée. En fait, on a constaté que certaines données avaient des normes totalement différentes entre les différents systèmes applicatifs. N'étaient pas normalisées de la même façon. Un numéro de téléphone peut être normalisé de façon différente dans les systèmes. Pareil pour les adresses, etc. etc. Donc il a fallu apprendre les différentes normes et puis en définir une seule pour l'agréger sur un système central. Ensuite, la véracité de la donnée. Il y a des données dans des systèmes qui ne sont pas mis à jour. Elles sont initialisées lorsqu'on crée cette classe, cet objet métier, mais après, elle n'est plus du tout mise à jour. Donc ça veut dire qu'il faut trouver qui a autorité sur cette donnée et qui a le droit de la mettre à jour. Et où cette donnée est-elle mise à jour dans le système d'information. L'historisation des changements.
Donc il faut savoir qu'une donnée qu'on récupère aujourd'hui, on pouvait la récupérer hier, mais tout simplement le modèle, le schéma de la donnée était totalement différent. Donc comment je lis en fait une donnée d'aujourd'hui à une donnée d'hier? Donc si on veut remonter sur 5, 10, 15, 20 ans, on commence à avoir du mal en fait, à faire le lien sur où était cette donnée auparavant. Et puis là, c'est plus un problème d'organisationnel, la disponibilité des intervenants. Comme le Data Lab n'est pas un projet, c'est seulement, disons, une expérimentation, des gens n'étaient pas affectés au Data Lab. Donc ils avaient des obligations à côté. Et enfin, consommer des datasets, donc ça c'est plus un problème de notre côté, parce qu'on n'avait qu'un seul serveur, comme je vous ai expliqué. Et les datasets devenaient de plus en plus volumineux. Donc quand on faisait ça sur les 5 dernières années, ça va, mais quand on montait à 15 ans, vous imaginez la taille du dataset. Ensuite, les premiers enseignements que l'on a eus, tout simplement, dans le système de recommandation, j'ai mis choix des algorithmes. Tout simplement, au fur et à mesure où on avançait, un algorithme de data science, de recherche de plus proches voisins ou de classification, n'est pas forcément plus optimisé ou ne donne pas des meilleurs résultats qu'une bonne requête SQL avec un groupe by. Et on arrive à retrouver, en fait, tout simplement, pour une personne de 30 ans, avec un enfant habitant en région parisienne, tout simplement, c'est ça qui remonte le plus. Et ça fonctionne très bien. Pour l'attrition, donc là, il fallait vraiment avoir du profilage d'utilisateur. Effectivement, c'était la qualité de la donnée, vu qu'on n'arrivait pas à remonter sur une donnée, je vous ai expliqué, puisqu'elle n'avait pas la même norme, elle n'avait pas le même le bon historique. Pareil, quand on travaille avec des données personnelles, des fois on anonymise, on est obligé d'anonymiser ces données en amont lorsqu'on crée le modèle. Des fois, quand on anonymise, on ne sait pas ce qui se cache vraiment derrière la donnée. Donc c'est une clé, c'est un chiffrement. Et donc on s'appuie dessus, ça veut dire qu'on ne regarde que les itérations de cette donnée, mais on ne sait pas ce qu'il y a réellement derrière cette donnée. Et ensuite, l'intelligence artificielle ne fait pas tout. Tout simplement, en cas de fraude, ça fonctionnait plutôt pas mal. On retrouvait des potentiels fraudeurs, mais quand on passait ça à la cellule de fraude, puisqu'en fait on n'avait pas le droit de dire « tiens, toi tu es un fraudeur, on déclenche une action », on passait ça à une cellule de fraude, la cellule de fraude a été là, ok, toi tu es fraudeur. Ok, mais par où je commence en fait? Ok, comment tu dis qu'il est fraudeur? Donc le but, c'est comment définir que comment l'algorithme a défini que vous étiez un fraudeur. Et puis surtout en termes juridiques, comment je vous accuse d'avoir fraudé. Et ça, c'est pas souvent évident de savoir comment l'algorithme a fait. Donc on a pris 2 initiatives. La première initiative, on s'est appuyé sur la gouvernance de données qui était déjà initiée bien auparavant par Philippe. Et on a vraiment travaillé avec lui sur l'identification des données dans chaque système applicatif, corréler la même donnée qui était présente dans plusieurs systèmes applicatifs, donc dans les différents systèmes applicatifs, quelle était cette donnée, analyser les traitements intra-système pour définir en fait qui génère cette donnée par rapport à des informations. Donc le but, c'était surtout de savoir qui avait l'autorité sur la donnée et qui pouvait la mettre à jour. Estampiller les données, tout simplement mettre des métadatas autour de cette donnée. Donc déjà, par exemple pour la RGPD, savoir quelles données sont des données à caractère personnel. C'est pas toujours évident. Surtout aussi, on a la capacité, en fonction de plusieurs données qui ne sont pas à caractère personnel, si on en fait une clé, ça devient une donnée à caractère personnel. Donc voilà, il fallait aussi réfléchir là-dessus. Et déterminer les règles d'accès suivant l'appelant et le traitement. Donc là, on a été plus loin à se dire c'est quoi le traitement que l'on va faire sur ces données. Donc commencer à avoir une espèce de registre de traitement. Ensuite, la deuxième initiative, c'était sur la fraude. On s'est dit on va changer notre manière de faire. Et le but, c'était de se dire, enfin la cellule de fraude nous a dit mais il y a déjà des règles de base qui disent que vous êtes fraudeur. Il n'y a pas besoin d'avoir un algo, je sais en fait si tu es fraudeur ou pas. Tout simplement, je vais vous donner des exemples. Il est interdit de proscrire des lentilles de contact à un enfant de moins de 7 ans ou une personne de plus de 65 ans, sauf pathologie extrême. Mais c'est interdit. Donc ça, si vous rentrez là-dedans, si la facture rentre là-dedans, c'est tout simplement interdit. On a des factures pour des enfants d'1 an qui ont des lentilles de contact. C'est interdit.
La double facturation est interdite aussi. Il faut savoir qu'il y a des professionnels de santé qui officient à la fois dans un hôpital et à la fois dans leur cabinet. Tout simplement, quand ils font des factures au cabinet, ils vont le lendemain à l'hôpital, ils renvoient les mêmes factures, et pensant que c'est de deux origines différentes et deux flux différents, ils pensent que ça va matcher et que ça va passer. Ça, c'est interdit, c'est de la fraude. Et enfin, des gens qui se font soigner 33 dents. Ouais, ils se font soigner 33 dents. Donc ça, par exemple, c'est une règle, en fait, on n'a pas le droit de se faire soigner plus de 33 dents. D'accord ? Donc c'est des règles de base. Donc le but, c'était de constituer, en fait, un catalogue de règles pour définir, OK, on va coder ce catalogue de règles. Et ce que vous voyez dans le premier schéma, là-haut, c'est un dataset qu'on a mis dans cette règle, et les points orange, c'est tout simplement les outliers, ceux qui sont vraiment passés dans ces règles et ceux qui sont réellement des fraudeurs. Ensuite, du coup, grâce à ça, on s'est dit, on va passer à l'intelligence artificielle, on va prendre tous les algorithmes que vous avez vus tout à l'heure, donc de régression, de classification, de clusterisation, etc. Et on va faire passer ce même dataset dedans. Donc pour tout ce qui est système supervisé, tout simplement, on va utiliser les règles du premier schéma pour leur faire apprendre qui est un fraudeur. Et pour tout ce qui est non supervisé, vas-y, sors-moi ce que tu peux. Et donc là, on va identifier de nouveaux points. Donc le but, c'était de voir si l'algorithme sortait déjà les mêmes points que le premier schéma. Donc OK, ça veut dire qu'il apprend. Et là, on pouvait... Donc il y a différents paramètres en fonction de la taille du cercle, pour les plus proches voisins, etc. Enfin, il y a différents paramètres dans les systèmes d'algorithmes qui permettent d'essayer de correspondre en fait, au premier schéma. Et ensuite, on a été plus loin en se disant, les points qui sont sortis, qui n'étaient pas dans le premier schéma, c'est potentiellement un outlier, c'est potentiellement quelqu'un qui est frauduleux, qui n'a pas été identifié dans les règles, Et donc, s'il apparaissait dans deux algorithmes, ou plus, là, c'était potentiellement un vrai fraudeur. Et donc, ce cas-là était envoyé à la cellule de fraude pour dire, voilà, là, on l'a identifié dans plusieurs algorithmes, est-ce que tu peux regarder ce qui se passe ? Et en plus, on pouvait, en fonction du cluster dans lequel on l'avait trouvé, ou des voisins qui étaient plus proches de lui dire, potentiellement, en fait, il est fraudeur à cause de cette règle, ou proche de cette règle. Et donc, ça permettait tout simplement d'alimenter les règles, et puis, voilà, c'était un cercle vertueux. Donc, le bilan, tout simplement, déjà, on s'est formé. Ça, c'est bon. On s'est formé à la data science. On a même monté ce qu'on a appelé une Data Lab Academy. Donc, on fait tout simplement des dojos où on doit, sur un dataset qu'on peut trouver sur Gradle ou autre, faire du code R, du code Python, pour essayer, en fait, tout simplement de résoudre ces énigmes. Le but était aussi d'expérimenter. Donc là, la gouvernance de données, on sait que c'est vraiment important. Donc, on l'a mis en place. On a utilisé d'algorithmes d'extraction, des algorithmes en fait de régression pour pouvoir déterminer les tables, des algorithmes de raffinage, de traitement de données, bref. Enfin, on a développé, donc on est vraiment parti avec les métiers, et ça c'est super cool. On a même en plus, dans le Data Lab, eu des personnes des exploitations et de l'infra, donc ça c'est plutôt cool, pour commencer à nous aider pour monter notre Data Lab, enfin notre Data Platform. Et ensuite, valoriser, donc là oui, aujourd'hui, l'outil pour la fraude facilite l'identification d'atypisme et le taux de détection de fraudeurs avérés augmente grâce à cet algorithme. Donc, là, on avait une espèce de pouvoir pour retourner chercher du sponsoring. Donc la timeline, pour faire vite, avant mon arrivée en juin, ils ont déjà commencé beaucoup de choses. Donc, une sensibilisation au big data, une équipe décisionnelle super motivée pour se lancer dans le big data, un projet de gouvernance qui a débuté en début d'année, l'appel d'offres big data et un POC churn qui a été initié par rapport à un hackathon qu'ils avaient fait l'année précédente. Ensuite, je suis passé au COMEX pour présenter le Data Lake, très orienté techno. Stop, on arrête là, on revoit sa copie. On est revenu en présentant plutôt la phase Data Lab. OK, on a lancé le projet, on a identifié les besoins métiers, on a eu notre serveur, on a créé des algorithmes, fait de la data science, monté la Data Academy sur lequel un des dojos, c'était la recommandation. Ensuite, on s'est dit, on arrête tout, on va focaliser uniquement sur la fraude, et on a fait ça pendant 1 mois et demi.
itération de semaine en semaine pour commencer à sortir quelque chose. Et désormais, on passe à l'étape suivante, où là, ça boucle, on commence en fait tout simplement à initier une data platform, qu'on a appelée Dive, parce que cette plateforme, c'est tout simplement des données et des indicateurs de la vie de l'entreprise. Puis Dive aussi, c'est plonger dans le lac, etc. Enfin, bref. Et donc là, on est en train de vraiment monter la plateforme, et on s'est dit, on va partir sur Hortonworks. Bon, ben, on a encore misé sur le mauvais cheval, parce que Hortonworks, je ne sais pas si vous savez, avec Cloudera, bon, il y a un petit truc qui est en train de se faire, et visiblement, dans ce mariage qui est en train de se faire, Hortonworks n'est pas gagnant dans l'histoire. Donc Hortonworks va sûrement disparaître, ils vont récupérer les briques de base d'Hadoop, et ils vont les proposer dans Cloudera. Mais ce n'est pas grave, parce que cela m'a permis de pousser le fait que la plateforme, on s'en fiche. Aux équipes, j'aurais bien dit, la plateforme, on s'en fiche. Ce qui est important, ce sera les algorithmes qui vont tourner dessus. En fait, aujourd'hui, si je fais tourner ça sur Hortonworks, demain sur Cloudera, demain sur AWS, sur Azure, les grands principes sont les mêmes. Le stockage, c'est à peu près pareil. Le grand système Kafka, c'est à peu près pareil. Spark, on le retrouve un petit peu partout. Donc le but, ce n'est pas vraiment de monter une plateforme, c'est plutôt de savoir utiliser ces outils, de les utiliser proprement pour développer de la connaissance. Et enfin, c'est ma dernière slide. Tout simplement, au fur et à mesure qu'on présente cette plateforme, tout le monde me dit « Oh, génial, on va centraliser les données, et puis vous allez aussi centraliser les traitements pour proposer en fait une donnée fraîche à tout le monde. » Et là, au fur et à mesure que j'avançais dans cette théorie, je me suis dit, je suis en train de refaire un monolithe, en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai tout simplement mis les architectes sur, OK, on m'a dit que j'étais data-centric. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi être data-centric? Et donc, on a commencé à se pencher sur le sujet, et là, je vous donne les grandes premières étapes que l'on a vues. Tout simplement, aujourd'hui, l'objet métier de l'entreprise, donc un objet métier, c'est une facture, c'est un devis, c'est une personne, bref, il y a un objet métier qui est un modèle. Ce modèle, il est différent en fonction de votre système applicatif, puisqu'en fonction des logiciels que vous allez utiliser, ou les applications que vous allez utiliser, ce logiciel ou cette application va être codé de façon intrinsèque par rapport au modèle qu'il utilise, qui est plus proche de lui. Donc là, se dire qu'on va faire un modèle général à l'entreprise totalement transverse, et que tout le monde va s'appuyer sur ce modèle, on sent qu'il y a des choses que ça va coincer. De plus, identifier des fonctionnalités. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des fonctionnalités dans l'entreprise qui sont dans différents systèmes applicatifs, et des fois, la même fonctionnalité dans deux systèmes applicatifs différents. Par exemple, envoyer un mail, envoyer une lettre, faire un devis, des fois il y a plusieurs calculateurs. Tout simplement, on m'a dit, tu centralises, et comme ça, c'est toi qui as la connaissance de cette fonctionnalité. En fait, centraliser, on commence à refaire un monolithe. Donc là, on a plutôt étudié c'est quoi les grandes fonctionnalités de l'entreprise, comment on le dépose sur un plan d'occupation des sols, qui est par bloc fonctionnel du grand SI, et à qui on doit reverser en fait cette fonctionnalité. Donc définir des grands paramètres fonctionnels dans l'entreprise. Ensuite, assurer l'intégrité de la donnée. Tout simplement, on va déterminer une source unique de vérité sur des données sur lesquelles on n'a pas autorité. Donc comment je vais faire demain pour dire j'ai la donnée la plus fraîche alors que je ne sais même pas, je ne peux pas en fait la modifier, c'est pas moi qui vais la modifier, c'est moi qui vais aller plutôt la chercher. Pardon. Ensuite, on va augmenter du coup notre part de responsabilité, tout simplement sécuriser l'accès à la donnée centralisée. C'est moi qui vais devoir centraliser les accès, c'est moi qui vais devoir gérer les accès, c'est moi qui vais devoir me justifier. Et ensuite, adopter des interfaces de restitution. Aujourd'hui, les API, ça fonctionne bien, mais beaucoup d'autres API, d'autres systèmes applicatifs, par contre, ne fonctionnent pas qu'avec des API. Il y en a qui ont besoin d'être notifiés par événement, d'autres qui font des traitements de gros volumes de données. Donc, comment je vais faire en fait, pour les alimenter? Donc, tout ça, ce sont des briques, des questions que l'on se pose aujourd'hui, pour lesquelles on n'a pas encore de réponse, mais on essaye d'y travailler. Voilà, donc si je pouvais
Conseiller le Frédéric que j'étais lorsque je suis arrivé, tout simplement, la plateforme n'est pas une priorité, même si sans, ça va être un peu compliqué. Fais-le avec le métier. Ne reste pas dans la techno, prends le métier avec toi. Identifie rapidement les données utiles et utilisables, surtout. Focalise-toi sur un seul sujet. Donc aujourd'hui, on a transformé nos datasets avec les 3 grands sujets en data swamp. À un moment donné, on avait je ne sais pas combien de données non utiles. Et du coup, on s'est un peu perdu dans ces données-là. Ne pas attendre un miracle. La data science, ce n'est pas magique. Moi, je pensais que ça allait fonctionner rapidement. On prend un modèle, on le fait travailler, et puis hop, pouf, par magie, ça va fonctionner. Eh ben non. Et utiliser des méthodes pragmatiques, parce que, par définition, le data lab, en fait, on itère et on se trompe. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.